Vous vous réveillez, votre liste de choses à faire vous attend, et vous vous précipitez pour honorer vos engagements. Planifier des réunions, fixer des objectifs, les atteindre, puis en créer de nouveaux. Jour après jour, semaine après semaine, année après année, ce cycle se poursuit. C'est la roue du hamster moderne qui tourne sans cesse, sans jamais s'arrêter. Mais que poursuivez-vous vraiment? L'argument de vente est simple, accumulez suffisamment de réussite et le bonheur suivra naturellement. Complétez votre liste, atteignez vos objectifs et vous aurez enfin le sentiment d'avoir atteint votre objectif. C'est la grande illusion du progrès qui sous-tend tout notre système économique et social, une promesse toujours reportée, toujours à portée de main, juste après la prochaine réalisation. Pourtant, lorsqu'on interroge les personnes qui ont atteint ce que la société définit comme le succès absolu, qui ont atteint le sommet de leur carrière, accumulé une fortune considérable, acquis une reconnaissance publique, une réponse troublante apparaît. Beaucoup révèlent un vide inexplicable. Et une question simple, posée honnêtement, brise instantanément cette illusion de progrès. Qu'est-ce que j'échange réellement contre cela? C'est la question qui révèle le véritable coût de chaque choix, un coût que personne ne calcule. Je suis arrivé là où j'ai toujours rêvé d'être et j'ai découvert que rien ne m'attendait, a avoué le PDG de l'une des plus grandes entreprises technologiques au monde. Il avait suivi toutes les règles, coché toutes les cases, et au final, il se sentait aussi vide qu'au début. Bronnie Ware, une infirmière ayant travaillé pendant des années auprès de patients en phase terminale, a recensé les regrets les plus courants des personnes sur leur lit de mort. Aucune d'entre elles n'a mentionné regretter de ne pas avoir travaillé plus dur ou d'avoir atteint plus d'objectifs. Au contraire, j'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même, et non celle que les autres attendaient de moi, était le regret le plus fréquent. Le problème ne réside pas dans l'ambition ou les objectifs en eux-mêmes, mais dans le système qui nous fait confondre les moyens avec les fins, les outils avec les objectifs. L'objectif se substitue au sens. La liste des choses à faire devient plus importante que la vie qu'elle était censée enrichir. Cette inversion est si subtile qu'on la remarque rarement. Un jour, nous nous réveillons et notre existence entière est subordonnée à des objectifs extérieurs qui, une fois atteints, ne nous apportent pas la satisfaction promise. Ce qui devrait être la voie vers une vie pleine de sens devient une prison qui emprisonne la vie elle-même. Face à la finitude de l'existence, à cette certitude tenace que tout a une fin, les priorités changent instantanément. Ce qui semblait vital sous la lumière artificielle des attentes sociales révèle sa véritable importance sous la lumière implacable de la mortalité. Ce changement de perspective révèle la différence entre vivre pour impressionner le monde et vivre pour en profiter pleinement, entre exister comme un CV ambulant et exister comme un être humain complet. Le véritable travail commence lorsque vous réalisez que le système n'a pas été conçu pour votre épanouissement, mais pour votre productivité. Votre valeur ne dépend pas de ce que vous produisez, accomplissez ou accumulez. C'est la libération qui fait s'écrouler le château de cartes des fausses priorités. Il existe une fraude existentielle dont peu de gens parlent ouvertement. Le détournement systématique du seul moment que l'on possède véritablement, le présent. À la lecture de ces mots, c'est le seul instant garanti, le seul que l'on puisse pleinement vivre. Pourtant, toute la société moderne est conçue pour nous éloigner de cet instant unique et réel. Songez au fonctionnement de la planification stratégique des entreprises et des structures éducatives. C'est un système parfait pour transformer les êtres présents en fantômes du futur. Le présent est la seule chose dont on puisse être privé. Observez Épictète il y a 2 millénaires. Si le présent est le seul temps que nous possédons, nous devons vivre comme si seul le présent existait. Le philosophe stoïcien avait compris une chose que notre culture des objectifs infinis tente délibérément d'occulter. Le présent n'est pas seulement un tremplin vers l'avenir, il est la vie elle-même. Lorsque vous laissez votre existence être détournée par des objectifs futurs, une perversion temporelle se produit. Vous sacrifiez des moments réels pour des récompenses imaginaires, échangez des expériences tangibles contre des promesses intangibles. Remarquez comment ce détournement opère dans notre langage. Tiens bon pour cette semaine, je suis pressé, mais ça ira mieux plus tard. Quand j'aurai atteint X, je pourrai enfin. Tout ce langage normalise la prise en otage du présent. C'est un système qui se nourrit de sa capacité à repousser la vie. Le cruel paradoxe est que l'avenir pour lequel nous sacrifions notre présent n'arrive jamais vraiment. Lorsque nous atteignons enfin cet objectif précis, un autre le remplace immédiatement, laissant la vraie vie à jamais derrière nous. C'est comme courir après l'horizon lui-même. Plus on avance, plus il recule. Nombreux sont ceux qui atteignent la quarantaine, la cinquantaine ou la soixantaine et réalisent qu'ils ont passé des décennies à se préparer à une vie qui n'a jamais vraiment commencé. Ils ont reporté des relations significatives, des expériences transformatrices et des moments de pure joie au nom d'un avenir qui, lorsqu'il est enfin arrivé, a apporté de nouvelles exigences et de nouveaux reports. La libération commence par une question simple mais radicale.
Et si le but de la vie n'était pas d'arriver quelque part, mais d'être pleinement là où je suis déjà? Cela ne signifie pas abandonner ambition ou projet. Il s'agit d'inverser la hiérarchie, de transformer l'avenir du maître au serviteur. Les objectifs existent pour enrichir le présent, non pour le vider. Les objectifs deviennent des outils pour une vie pleine maintenant, et non des conditions pour une vie éternellement à venir. Ce changement de perspective est révolutionnaire car il s'attaque à la racine du contrôle social moderne, la capacité à maintenir les gens productifs tout en reportant indéfiniment la jouissance de leur propre vie. En refusant de s'approprier le présent, vous reconquérez le seul territoire qui vous appartient véritablement. Chaque choix a un prix que nous calculons rarement. Lorsque vous décidez de consacrer 60 heures par semaine au travail pour obtenir cette promotion, le coût n'est pas seulement le temps. C'est la conversation manquée avec votre enfant, le dîner manqué entre amis, le lever de soleil manqué, le livre manqué qui aurait pu changer votre perspective. Ces coûts invisibles sont systématiquement occultés. Personne n'inscrit dans le tableau coût-bénéfice de sa prochaine réussite professionnelle. 50 moments inoubliables avec les gens que j'aime. Les histoires de réussite que nous racontons mettent toujours en avant les acquis, rarement les pertes. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration nazis, est arrivé à une conclusion troublante sur le sens de la vie. Il a découvert que le sens émerge de 3 sources principales: des relations enrichissantes, un travail utile et notre attitude face à la souffrance inévitable. Sont remarquablement absents de cette liste les éléments qui dominent nos objectifs modernes: le statut, la reconnaissance extérieure, l'accumulation matérielle et les indicateurs de performance. Le travail utile mentionné par Frankl n'est pas nécessairement celui qui rapporte le plus d'argent ou de reconnaissance. C'est celle qui vous relie à quelque chose de plus grand que vous, qui vous permet d'apporter une contribution significative. Trop souvent, on échange un travail utile contre un travail prestigieux, un compromis qui a un coût existentiel énorme. Lorsque nous examinons les choix à travers le prisme des coûts invisibles, de nouvelles questions surgissent. Non seulement, qu'est-ce que je gagnerais à ce choix, mais aussi, qu'est-ce que j'échange, que ne pourrai jamais récupérer? Cette comptabilité existentielle révèle une mathématique troublante. Nous échangeons souvent l'irremplaçable contre le remplaçable, les moments uniques avec nos proches contre de l'argent, qui peut être gagné de multiples façons, les expériences uniques contre des réalisations que beaucoup d'autres atteindront également. La véritable rareté de la vie n'est pas l'argent ou le statut social. C'est le temps vécu consciemment. Chaque instant de pleine présence est une ressource non renouvelable. Une fois parti, il est irrécupérable. Cette compréhension transforme le calcul derrière chaque choix. Cette rencontre vaut-elle vraiment plus que le coucher de soleil que vous ne reverrez jamais? Ce projet du week-end vaut-il vraiment la conversation profonde qui aurait pu transformer une relation? Ce qui rend cette réflexion si puissante, c'est qu'elle ne vous demande pas d'abandonner toute ambition. Elle vous invite simplement à faire des choix en pleine conscience des coûts réels, à décider en toute connaissance de cause, sans la vision limitée imposée par un système de valeurs extérieures. Cette clarté produit rarement des extrêmes, ni le bourreau de travail, ni la paresse. Elle produit quelque chose de bien plus précieux. Une vie où chaque sacrifice est consenti consciemment pour quelque chose qui compte vraiment pour vous, et non pour impressionner un observateur imaginaire. Il existe un piège séduisant qui piège même les esprits les plus brillants, la quête incessante de validation extérieure. Ce piège commence tôt, compliment des parents, notes des professeurs, admiration des pairs, se poursuit tout au long de l'âge adulte, promotion, applaudissements, mentions, j'aime, indicateur de réussite visible. Le problème fondamental n'est pas de rechercher la reconnaissance, mais de laisser des sources extérieures définir la valeur de votre existence. C'est de confier le jugement de votre propre vie à un système qui ignore votre moi intérieur, vos valeurs profondes ou ce qui vous anime véritablement. Pensez à toutes les décisions que vous avez prises, non pas parce qu'elles étaient authentiques, mais parce qu'elles recueillaient l'approbation des autres. Combien de fois avez-vous suivi un chemin parce qu'il impressionnait les autres et non parce qu'il vous parlait profondément? Il s'agit d'une forme subtile d'esclavage moderne, une prison où les chaînes sont invisibles mais tout aussi réelles. Une cage où le geôlier anticipe l'opinion des autres. Henri David Thoreau, observant ses contemporains, arriva à une conclusion accablante. La plupart des hommes mènent une vie de désespoir silencieux. Ce qu'il réalisa dans sa cabane au bord de l'étang de Walden, c'est que la plupart des gens ne vivent jamais vraiment selon leurs propres conditions, toujours selon des critères extérieurs qui brisent silencieusement leur authenticité. Lorsqu'une personne atteint la fin de sa vie, le verdict final se présente rarement sous la forme de mesures externes. Ce n'est pas le montant de son compte en banque, le nombre d'abonnés ou le titre sur sa carte de visite qui détermine si une vie a été bien vécue. C'est la réponse à la question: ai-je vécu ma propre vie ou joué un rôle écrit pour les autres?
L'ironie la plus cruelle est que la véritable admiration va souvent à ceux qui vivent authentiquement, et non à ceux qui courent après l'admiration. Paradoxalement, rechercher une validation extérieure engendre souvent un respect superficiel, tandis que vivre authentiquement attire une reconnaissance plus profonde. Lorsque l'on renonce au besoin d'impressionner, quelque chose d'extraordinaire se produit. On retrouve son énergie vitale. Toute cette énergie consacrée à préserver les apparences, à jouer des rôles et à répondre aux attentes extérieures, vous revient soudainement. C'est comme découvrir une réserve d'énergie qui s'épuisait constamment sans que vous vous en rendiez compte. Cette libération ne signifie ni isolement ni mépris des autres. Au contraire, elle permet des liens plus authentiques. Ne pas constamment chercher à paraître sous son meilleur jour permet d'être véritablement présent aux autres. N'avoir pas besoin de prouver sa valeur permet de véritablement valoriser les autres. Un exercice puissant consiste à imaginer sa vie sans personne pour la voir. S'il n'y avait personne à impressionner, à féliciter ou à critiquer, comment vivriez-vous? Quel choix feriez-vous? Quel chemin suivriez-vous? Les réponses révèlent votre boussole intérieure, souvent enfouie sous des couches d'attentes extérieures. Lorsque l'on étudie les plus grands regrets des personnes en fin de vie, un thème domine tous les autres, les relations négligées. Non pas le travail inachevé, ni l'argent non gagné, ni les objectifs non atteints, mais les relations humaines sacrifiées sur l'autel de la productivité et de la réussite. J'aurais aimé rester en contact avec mes amis. J'aurais aimé passer plus de temps avec mes enfants. J'aurais dû leur dire combien je les aimais plus souvent. Ce sont les lamentations qui résonnent dans les services de soins palliatifs dans les derniers instants, lorsque la lucidité s'impose enfin. Cette révélation va à l'encontre de tout ce que le système moderne nous enseigne sur les priorités. Si nous sommes habitués à placer les réussites professionnelles et les indicateurs de performance au centre, ce sont les liens humains profonds que nous cultivons qui nourrissent véritablement une vie pleine de sens. Le philosophe Martin Buber a exploré cette dimension à travers ce qu'il a appelé les relations « je-tu » versus « je-cela ». Dans ces relations, nous traitons les gens comme des ressources, comme des moyens pour parvenir à une fin. Dans ces relations, nous rencontrons l'autre dans sa totalité sacrée, sans instrumentalisation. C'est dans ces dernières, selon Buber, que nous trouvons le sens le plus profond de l'existence. Pensez au nombre de relations dans votre vie qui se sont réduites à des interactions « je-cela ». Chaque relation instrumentalisée est une occasion manquée de nouer le lien qui nourrit véritablement une vie épanouissante. Le défi est que les relations significatives ne peuvent être optimisées, accélérées ou piratées comme un projet professionnel. Elles requièrent précisément ce que le monde moderne nous a appris à éviter, du temps libre, de la pleine conscience, de la vulnérabilité et un engagement qui ne produit pas de résultats immédiats et mesurables. Il est révélateur que nos souvenirs les plus marquants et les plus significatifs soient rarement des réussites professionnelles isolées. Ce sont des moments de connexion, des conversations profondes jusque tard dans la nuit, des rires partagés dans des moments inattendus, une présence mutuelle en temps de crise, des célébrations de joie partagées. Ces moments forment la trame de la vraie vie, celle que nous reconnaissons intuitivement comme authentique lorsque tous les filtres tombent. C'est la vie qui émerge lorsque nous cessons d'être performants et commençons à être. L'ironie est que nous sacrifions souvent ces moments précisément pour poursuivre des objectifs censés nous offrir une vie meilleure. La réorientation commence par une vérité simple. Les relations enrichissantes ne sont pas un luxe dont on peut se réjouir après avoir atteint tous les autres objectifs. Elles sont le fondement même qui donne du sens à toute autre réussite. Cela ne signifie pas abandonner ambition ou responsabilité. Cela signifie réorganiser la hiérarchie, placer les relations humaines authentiques au centre et non à la périphérie. Cela signifie évaluer le succès non seulement à l'aune de critères externes, mais aussi à la profondeur et à l'authenticité des relations que nous cultivons. Le défi est radical, car il exige de réapprendre à valoriser ce qui ne peut être ni mesuré, ni quantifié, ni affiché. Dans un monde obsédé par les indicateurs visibles, choisir d'investir dans l'invisible, la qualité de nos relations, est un acte révolutionnaire. Commencez aujourd'hui, pas demain, pas quand les conditions seront parfaites, pas quand vous aurez plus de temps, d'argent ou de liberté. Aujourd'hui, la transformation que nous recherchons ne nécessite pas de ressources extraordinaires. Elle exige un changement de perspective disponible à tout moment. La première étape est simple, mais radicale. Devenez l'architecte conscient de votre propre vie et non un simple entrepreneur suivant les plans des autres. Cela commence par un audit honnête de vos choix actuels. Prenez une feuille de papier. Dans une colonne, listez les 5 choses qui vous prennent le plus de temps chaque semaine. Dans l'autre, listez les 5 choses que vous jugez les plus importantes pour une vie épanouie. Maintenant, comparez. Le décalage entre ces listes révèle l'écart entre vos valeurs déclarées et vos valeurs vécues. Cette clarté est le premier acte de libération.
On ne peut pas transformer ce que l'on ignore. La deuxième étape consiste à fixer des limites intentionnelles qui protègent ce qui est vraiment important. Ce ne sont pas des limites imposées aux autres, ce sont des protections contre la dilution de votre propre vie. Ce sont des barrières qui séparent le sacré du trivial. Concrètement, cela signifie créer des espaces inviolables pour ce qui compte vraiment. Cela peut être un dîner en famille sans appareils électroniques, une heure quotidienne de lecture contemplative, un week-end mensuel dans la nature, une conversation profonde hebdomadaire avec un être cher. Ces espaces ne sont pas des plaisirs, ce sont des nécessités existentielles aussi importantes que la respiration. La troisième étape consiste à remettre régulièrement en question vos indicateurs de réussite. Pas seulement « est-ce que je progresse ?», mais « est-ce que je progresse dans la bonne direction ?» Pas seulement « est-ce que j'atteins mes objectifs ?», mais « mes objectifs reflètent-ils toujours ce qui est vraiment important ?» Ce questionnement régulier prévient ce que l'on pourrait appeler la dérive existentielle, cette tendance à remplacer progressivement les objectifs authentiques par des indicateurs externes. La quatrième étape consiste à cultiver délibérément la capacité d'être présent. L'esprit moderne a été entraîné à être constamment ailleurs, à planifier l'avenir ou à ruminer le passé. Réapprendre à vivre pleinement l'instant présent exige une pratique intentionnelle. Commencez par 5 minutes par jour de pleine conscience consacrée à une activité courante. Préparer un café, marcher, respirer. Progressivement, étendez ces capacités à vos moments avec vos proches, à votre travail et à des expériences qui passeraient habituellement inaperçues. La cinquième étape est peut-être la plus difficile. Accepter la vulnérabilité nécessaire aux relations authentiques. Notre culture prône la force, le contrôle et l'invulnérabilité, mais les véritables relations exigent tout le contraire. Le courage d'être perçu tel que nous sommes vraiment, avec nos imperfections et nos incertitudes. Exercez-vous à révéler chaque jour un peu plus votre vérité. Non pas votre version peaufinée et corrigée, mais votre humanité entière avec toutes ses contradictions et ses complexités. Enfin, adoptez l'habitude de contempler votre propre mortalité, non pas comme un exercice morbide, mais comme un outil de lucidité. Demandez-vous régulièrement, si je savais qu'il ne me restait qu'un an à vivre, qu'est-ce qui changerait mes priorités aujourd'hui ? Ce n'est pas une transformation du jour au lendemain. C'est une reconquête progressive de votre propre existence, un réapprentissage de ce que signifie être vraiment vivant, et pas seulement productif. Ce que vous construisez n'est pas un CV impressionnant, mais une vie digne d'être vécue selon vos propres conditions. Une vie où, au final, vous pourrez dire « J'ai non seulement accompli beaucoup, mais j'ai vécu pleinement ». Maintenant que vous connaissez la question qui détruit vos fausses priorités, la question cruciale, quel aspect de votre vie remettez-vous à plus tard pour un avenir qui pourrait ne jamais arriver ? Si cette idée vous a profondément touché, écrivez dans les commentaires. Je choisis de vivre maintenant. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette réflexion. Aimez-la et abonnez-vous pour recevoir d'autres contenus comme celui-ci. À bientôt pour la prochaine vidéo.